Je sais pas, j'essaye d'attirer le kangourou. Ok. Le Mexique est le pays avec la plus grosse diversité en insectes comestibles du monde. Avec près de 550 espèces recensées, on y trouve plus d'un quart des espèces comestibles connues de la planète. Hyménoptères, hémiptères, orthoptères, coléoptères, lépidoptères, arachnides, tout y passe. Ici, les insectes comestibles sont spécifiques aux régions et aux saisons. Et si on voulait dresser un portrait complet de la cuisine entomocole au Mexique, il faudrait qu'on reste une année entière et notre tour du monde se transformerait en tour du Mexique. On a le budget pour ça ? Non, on n'a pas. Bon, tant pis. On fera avec ce qu'on a. Mais tu parles espagnol au fait ? Je sais dire bonjour et merci et j'arrive à conjuguer le chiffre 4. Quoi ? Quattro, quatres, quatre, quatremos, quatreis, quatren. J'ai pas fait LV2 espagnol, mais j'ai fait grec ancien, ça se rapproche. Yo ho, Mexico! Far to the south where the cactus grow. Tequila and a donkey show. Mexico, Mexico! Yo ho, Mexico! Far to the south where the cactus grow. Take me away from the ice and the snow. Free margaritas and a taco. Let's go to Mexico. S'il y a bien un truc que ma vie de Parisien m'a appris, c'est ceci. Si tu visites un pays avec une grande diversité gastronomique, va faire un tour du côté de la capitale. La plupart des cuisines régionales devraient y être représentées. Quitte à payer 15 € pour une crêpe au jambon et 40 € pour une tranche de Beaufort. Nous voici donc à Mexico, à l'affût des spécialités entomocoles du Mexique. Et pour manger des insectes, the place to be, c'est encore le marché de San Juan. On y trouve toutes sortes de produits haut de gamme, et les restaurateurs comme les particuliers viennent s'y approvisionner. Sur ce marché, on peut aussi croiser pas mal de petits stands pour se poser un peu et déguster des spécialités venant de tout le Mexique. Et bingo, ça n'a pas loupé, voici donc les fameux insectes comestibles mexicains. Des scorpions au chocolat, trop bien. What? Mais grave. C'est à peu près le même goût que les scorpions au Cambodge, mais il est plus petit, du coup il est plus facile à manger parce que moins coriace et toute la saveur est concentrée. C'est vachement cool. Ce marché est l'endroit parfait pour faire un screening des qualités organoleptiques entomocoles de la mosaïque gastronomique mexicaine. Ouais, enfin on a commandé un plateau découverte dans le premier resto venu quoi. C'est pour le travail, faut être rigoureux. Chapulín, Mhm. alacrán, hormiga chicatana, Mhm. chapui, Mhm. no sin usar de Pero por otro Avec la tequila, pour aller bien. Bon, comme d'hab, la grande question. Insectes d'élevage ou insectes capturés? Capturé. Au Mexique, c'est capturé pour l'immense majorité. Están en el campo silvestre. Silvestres, digamos que son la hormiga chicatana, humiles, las chicharras, los chapulines, y hay criaderos también, los alacranes también, las tarántulas, hay de criadero, pero también hay silvestres, pero estos son silvestres. Ce lien direct avec l'environnement explique donc pourquoi les insectes comestibles mexicains sont des produits fondamentalement régionaux. Allez, on va vous passer en revue certaines des bestioles les plus populaires. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'un des insectes les plus emblématiques de la cuisine mexicaine, l'escamol. Et ça va nous rappeler des souvenirs de la Thaïlande, car les escamoles ne sont d'autres que des œufs de fourmis. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Avec les fourmis, quand on parle d'œufs, on parle bien entendu des larves et des nymphes. Eh bien, œufs, larves ou nymphes, les escamoles, c'est pas évident à dénicher. À tel point que certains les appellent même le caviar mexicain. Marrant ça, je savais pas que les Mexicains pondaient des œufs. Les escamoles se récoltent dans le centre du pays d'avril à mai, lors de la période de reproduction des fourmis. Leurs nids sont planqués 3 mètres sous le sol, généralement au pied des buissons d'agave. Et les fourmis mexicaines ne sont pas tellement plus coopératives que leurs cousines thaïlandaises. Essayez de voler leur bébé et elles vous piquent. Beaucoup. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les escamoles sont crémeuses, avec une saveur herbeuse subtile et des notes de lait de coco qui s'accordent bien avec des oignons et des poivrons verts cuits au beurre. Elles sont meilleures fraîches, mais certains restaurants les servent aussi hors saison. Es muy delicado, entonces se debe de refrigerar, se congela, tiene que estar en una temperatura bajo cero para que esté bien cuidado y bien conservado. Cuando se come crudo ese, todavía tiene toxinas de la hormiga. ¿Sí? Entonces se te entuma el paladar. Cuando comes mucho, llega y tenía una abuelita que así nos jugaba con nosotros y nos ponía a comer y Et comme elles sont très difficiles à obtenir, les prix eux aussi sont très difficiles. 300 pesos pour un tacos aux escamoles, soit près de 15 € quand même.
Pour info, un tacos normal, c'est 50 centimes dans un stand de rue. Hein. En même temps, t'imagines si en France on servait des crêpes aux truffes, ça serait pas donné non plus. Alternativement, quitte à les surgeler, on peut aussi en faire des glaces. C'est essentiellement des glaces à la vanille avec des larves de fourmis dedans. La démarche est rigolote, mais personnellement, je préfère la glace à la menthe avec des copeaux de chocolat. Mais au Mexique, des insectes, il y en a pour toutes les bourses. L'un des emblèmes de la cuisine entomocole mexicaine est même particulièrement bon marché, la chapuline. Ah ouais, l'acteur qui tourne dans les films muets en noir et blanc là. J'adore ce type. Presque. Contrairement à la croyance populaire, la chapuline n'est pas le réalisateur des temps modernes, mais une variété spéciale de criquets. J'étais pas loin. À l'âge adulte, la plupart des criquets ont des ailes qui leur permettent de voler. Flap 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 flap. Mais pas les chapulines. C'est une espèce brachyptère, c'est-à-dire que ses ailes sont atrophiées et non fonctionnelles. Un peu comme des émeus, mais en plus criquets. Les chapulines sont extrêmement populaires dans le sud du pays, notamment dans l'état de Oaxaca, où elles sont capturées en automne après les pluies dans les champs de maïs. Et c'est exactement ce qu'on a tenté de faire. Nous voici donc de bon matin en plein champ de maïs, à la chasse aux criquets, aux chapulines. On y est le matin parce que les insectes sont encore complètement engourdis vu que ils ont le sang froid, donc ce sera plus facile de les attraper. En espérant qu'on en trouve. On peut utiliser un filet pour capturer les petits criquets et on attrape les gros directement à la main, que l'on stocke dans les bouteilles en plastique pour qu'ils s'échappent pas. Quand tout se passe bien, on peut capturer de 50 à 70 kg de chapulines par semaine. Soit en moyenne le poids de Charlie Chaplin. On chope donc un chapeline de chapuline par semaine. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Malheureusement, on dirait que notre chapeline à nous a fait un régime un peu trop drastique. Bon, on a du mal à trouver les chapulines. On a trouvé une sauterelle, ceci dit. C'est pas une chapuline, mais quand même. Ah, on en a chopé une autre. Elle était à ras du sol. Pour une espèce qui sait pas voler, c'est normal. Oh yeah, he looks like the kind they eat. You Ça got nous one? fait notre petit déj. En cette saison, c'est pas forcément évident d'en trouver après. Where are the bugs when you want them? Right. Du coup, pour trouver des insectes, on a décidé de changer habilement de stratégie. Écoutez, laissez les collecteurs faire leur travail. Dès qu'ils auront de plus amples chapulines, croyez bien que vous pourrez les trouver sur le marché. Et effectivement, des chapulines, on en trouve plein sur les marchés, prêts à être mangés et assaisonnés avec un peu d'ail, de sel, de piment et de jus de citron. Il y en a pour 1 euro ou 2 par sachet. Il y a énormément de saveurs, c'est un truc de fou. Genre, il se déploie dans la bouche, c'est dingue. C'est genre salé, mais avec une saveur citronnée et une toute petite pointe d'amertume. C'est très différent de ce qu'on a goûté en Thaïlande et au Cambodge. Un autre insecte populaire dans la région de Oaxaca est la fourmi ailée, ou Horniga chicatana. De l'espagnol hormiga, qui signifie fourmi, et du nahuatl le tsicatana, qui signifie fourmi. C'est donc la fourmi-fourmi, au cas où on aurait des doutes. Ah, c'est clair qu'on peut pas se tromper. Celles-là, elles sont déjà plus aléatoires à attraper, parce qu'elles ne sortent qu'après une bonne averse. Et les fans de Bernard Werber savent ce que les fourmis les cherchent à accomplir quand elles s'envolent de la fourmilière. Enfin bon, ça c'est si elles arrivent à en placer une avant que tous les villageois du coin viennent les choper à la pelle. Dans certains villages, ces fourmis étaient données aux poulets avant qu'on se rende compte que c'était un peu de la confiture donnée aux cochons. Une fois capturées, elles sont passées un coup au four. Au four à convection ou au four micro-ondes? T'as l'air beaucoup trop convaincu par ta blague. Ouais, je sais. Elle sort tout droit du four à conviction. Bref, leur saveur de cacao torréfié en fait un ingrédient intéressant qui s'allie bien au chocolat. C'est pas mal. Les fourmis vont très bien avec le chocolat. Elles ont elles-mêmes une saveur un petit peu de cacao cru, je dirais. Du coup, avec le chocolat par-dessus, ça fait un bon combo. C'est la tentative des fourmis d'entrer dans le club des insectes frits, et ça marche plutôt pas mal. En parlant d'insectes au rôle culinaire contre-intuitif, abordons maintenant le cas étrange de l'ahuatl, Ahuautle. qui lui aussi est parfois considéré comme étant le caviar mexicain. Formaban parte de los 300 platillos que le servían a Moctezuma en la mesa real. L'ahuatl n'est autre que des œufs de moustique. Sérieusement? Sérieusement? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non mais sérieusement, c'est pas vrai. Quoi, bon? Contrairement à la croyance populaire, les ahuautlés ne sont pas des œufs de moustique, mais des œufs d'Ajayacatl. C'est pas l'empereur aztèque qui a succédé à Montezuma, ça? Je savais pas qu'il pondait des œufs, lui aussi. Alors oui, sauf que non, et c'est aussi le nom générique donné à 6 espèces de punaises d'eau mexicaines. Ah. Et ce sont ces punaises d'eau qui pondent leurs œufs à la surface de l'eau, notamment au niveau des lacs autour de Mexico. Enfin, de ce qu'il en reste. Pour les collecter, on laisse des branches et des ballots d'herbe à la surface du lac pendant 2 à 3 semaines. Les punaises d'eau viennent y pondre leurs œufs, et il n'y a plus qu'à les récupérer.
Dans le temps, ces œufs étaient collectés chaque matin pour être servis frais au petit déjeuner de l'empereur Montezuma. Aujourd'hui, on les laisse sécher pendant 3 jours, ce qui fait qu'ils ressemblent moins à du caviar qu'à un genre de poudre. Du coup, vu la taille des œufs, j'imagine qu'on les utilise comme un genre d'épice. Et non, on les utilise plutôt comme un genre de farine qui, mélangée à des légumes et des œufs Des œufs de poule. permet de préparer des tortitas, qu'on peut accompagner d'une sauce et de petites fleurs de citrouille. El agua que contiene mucha riboflavona, que ayuda a regular las hormonas en el cuerpo y todo. Los humiles se dan en un árbol allá en Guerrero, por Tasco. Ça, c'est les rumiles, une autre variété de punaises. Elles sont capturées de novembre à février dans l'état de Guerrero. Dans la ville de Taxco, on célèbre même la Feria del Jumil, le festoche de la punaise, le lundi suivant El Dia de los Muertes, le jour des morts. Là, on a eu de la chance, on les a mangées cuites, parce que traditionnellement, on les mange vivantes. Agarran la tortilla, le ponen salsa y con el cucuruchito embarran ahí y caen los animalitos vivos. Sí. Entonces a ti te lo dan a que te lo comas vivo y luego se salen y se los tienen que ir comiendo. Cuites, elles ont un léger goût de framboise. Alors c'est un peu coriace, mais la saveur à l'intérieur est vachement subtile. C'est genre une saveur très très simple et assez discrète. Là où les criquets sont un peu explosifs, les punaises sont beaucoup plus tranquilles. C'est marrant, elles ont un goût moins prononcé que les criquets. Je me serais attendu à l'inverse, étant donné que ce sont les punaises. C'est pas impossible que toute la saveur forte des punaises soit partie à la cuisson. C'est assez incroyable. Tienen un sabor como a manzanita verde. En plus des notes fruitées, elles ont une amertume très intéressante aussi. Un peu comme du houblon. Et je me demande si c'est possible de brasser une IPA au Rumiles du coup. En parlant de bière, clôturons ce petit tour d'horizon avec un insecte emblématique de l'apéro. Hasta los gusanos. Pruébalos. Le ver d'agave, ou gusano de maguey, qui, en espagnol, signifie ver d'agave. C'est un terme générique qui désigne 2 espèces de chenilles qui vivent dans les buissons d'agave. Le mecoquil, ou ver blanc, et le chiniquil, ou ver rouge. Ah, le blanc, le rouge, effectivement, ça sent l'apéro. À la base, l'agave est cultivée pour sa sève, que l'on peut fermenter pour produire du pulque, puis distiller pour produire de la tequila et du mezcal. Lors de la collecte des cœurs d'agave, on peut parfois y trouver les chenilles de juillet à septembre. On ne trouve que 3 ou 4 larves par plante et un buisson d'agave peut mettre plusieurs années à mûrir. Du coup, forcément, c'est cher. Faut compter 1 euro pour une douzaine de verres. Une fois cuites et assaisonnées, ces larves croustillantes ont une saveur qui rappelle un peu le fromage. Ouais, mais grave. Oh, purée, oui, grave. La saveur vient par vagues, c'est genre vers la fin, ouais, ça fait un peu cheddar, un peu cheap, avec une pointe de comté. J'aime bien. Oui, bon, ça fait 5 mois que j'ai pas mangé de fromage français. Même les chenilles mexicaines m'en rappellent le goût. Le buisson d'agave fournit donc les insectes les plus chers du buffet mexicain, ainsi que la liqueur avec laquelle les déguster. C'est très rentable de la part de ce végétal. Et du coup, on peut prendre un verre. Tu sais que j'ai raison. Alors, effectivement, pour certaines cuvées de mezcal, un verre d'agave est parfois ajouté dans la bouteille. C'est pas dans la tequila les verres à la base? Nope, que dans le mezcal. Enfin bon, la tequila c'est du mezcal techniquement, mais tous les mezcals ne sont pas la tequila. Bref, il y a des asticots dans l'alcool. C'est une tradition assez récente, possiblement une stratégie marketing à destination des États-Unis. L'objectif serait de donner du goût à l'alcool, mais lors de ce tour du monde, on a vu des gens infuser leur boisson avec des scorpions et des essaims entiers de frelons. À côté de ça, il y a peu de chances qu'une petite chenille au fromage apporte grand-chose aux saveurs déjà riches du mezcal. Elle a même pas de venin. Les légendes urbaines attribueraient néanmoins au ver d'agave des propriétés hallucinogènes. Et comme dans absolument toutes les cultures où on infuse des insectes dans de l'alcool, le ver d'agave est considéré comme un symbole à peine subtil de vigueur et de virilité. Manger des insectes rend viril? Purée, mais c'est de là qu'est sort cette barbe. Tous les soirs je me rase, mais le matin, paf, il y a ce truc qui réapparaît. Toi, ça te fait rien par contre. Ah si, j'ai mangé un verre d'agave et depuis, j'ai des hallucinations. Hein? Mais... oh mon Dieu! Comme partout dans le monde, au Mexique, les insectes comestibles sont donc un pilier de l'apéro. Enfin, ici c'est l'apéro qui est un pilier des insectes comestibles. Los chapulines, para con ese y un mezcal. Oh. Bon, maintenant qu'on a pris l'apéro, passons au plat principal. Comment cuisine-t-on les insectes au Mexique? Eh bien, contrairement à ce qui se fait en Asie du Sud-Est, ici, les insectes ne sont pas frits. La plupart d'entre eux sont cuits au four. Los insectos tienen mucha fibra. Entonces si los fríes, quedan muy grasosos. Pero estos son horneados y quedan ya secos. Sí. Se deshidrata. Ese se hace en estos, en la mayoría. Sí.
Así duran mucho. Ensuite, une fois qu'ils sont bien secs, on peut les passer à la poêle sans matière grasse avec l'assaisonnement de notre choix. Le combo classique, c'est de l'ail, du piment, un peu de sel et, très important, du jus de citron vert. Après ça, on peut les grignoter comme des amuse-gueules ou avec des légumes ou du guacamole dans une tortilla. Un poquito de sazón, un poquito de todo. Y de ahí pues salen las quesadillas. Todo muy bueno, de verdad es comida prehispánica exótica. Por eso los mexicanos seguimos siendo fuertes. Ah oui, le fameux point, les insectes font pousser le poil du torse. Finalmente es carne, obviamente en pocas proporciones, pero finalmente te va a gustar, te va a encantar. Cuisiner des insectes avec un peu de piment, ça a l'air simple comme ça, mais faut pas oublier un truc. Des piments, il y en a une foultitude de variétés au Mexique, et les saveurs des insectes sont elles aussi très différentes les unes des autres. Si mezclas un chile morita con el chapulín, oh, es wow. Ajá, pero si mezclas un chile manzano o un habanero con este, pues no queda bien, no se cose bien ni hacen química. Ajá. Entonces tienen que embonar bien los sabores. La clé de la cuisine aux insectes mexicaine, c'est de réussir à allier le bon insecte avec le bon piment. La combinaison de ces deux ingrédients présente un potentiel gustatif très varié que pas mal de cuisiniers mexicains explorent. Et ça, il faut admettre que c'est un level de gastronomie qu'on a rarement vu au cours de notre voyage quand il s'agissait de cuisiner une poignée de criquets. Et ce n'est pas tout. Ici, les insectes ne sont pas seulement utilisés comme alternative croustillante à la viande dans les tacos. On peut aussi les utiliser comme condiments. Aquí hacemos una sal de diferentes insectos. Molcajete y se empieza a moler. Sal gruesa de mar. Aquí hay diferentes animalitos. Y esto se acompaña para el mezcal. Se pone una naranja, un limón, el mezcal y esto. Con los gusanos de maguey se hace una salsa y se mezcla con el pulque. Entonces es un curado de salsa. Cada salsa tiene su sabor diferente. Una salsa de chapulín es diferente a una salsa de humiles. Attends, t'es en train de me dire qu'ici, ils broient les insectes en sauce, mais pas pour planquer les insectes? Tout à fait. Faut vraiment qu'on apprenne à faire une sauce aux insectes, hein. Absolument. Et le meilleur endroit pour apprendre à faire de la sauce aux insectes, c'est encore la jolie ville de Oaxaca. Les insectes typiques de la région sont les criquets, les fourmis ailées et les vers d'agave. On les trouve archi facilement sur à peu près tous les marchés. Ils sont vendus comme des produits ordinaires, déjà séchés au four, nature ou assaisonnés. Et c'est à Oaxaca que nous avons rencontré José Luis Díaz. Ce chef cuisinier nous a montré comment utiliser les fourmis et les criquets pour préparer des sauces traditionnelles aux insectes. Tout d'abord, on fait cuire quelques légumes directement dans les braises. Puis on mélange les insectes nature avec de l'ail et du piment, on ajoute les légumes, on fait cuire tout ça sans aucune matière grasse ni ajout de liquide, on passe le tout au pilon, et tada! Une bonne salsa aux chapulines. Alternativement, à ce stade, on peut aussi ajouter des épices comme de la cannelle, des clous de girofle, du piment de Jamaïque et du thym, ajouter un peu de fromage pour épaissir, on passe le tout au mixeur avec un peu d'eau, et hop, on obtient le fameux mole mexicain, enrichi avec la bonne saveur chocolatée des fourmis. Après ça, y a plus qu'à prendre une tortilla et se servir un peu comme on veut. Du queso par ici, un peu de salsa par là, on ajoute du guacamole, on verse du mole aux fourmis par-dessus. On se met bien, quoi. C'est le plus important. Bref, la diversité des insectes mexicains se reflète dans la diversité de leur utilisation dans la cuisine mexicaine. Ah, c'est tellement poétique. Mais dis-moi, Annie, comment tout ceci a commencé au juste? Eh bien Seb, c'est très simple. À l'origine, les insectes faisaient partie de la cuisine des civilisations mexicaines préhispaniques. Les Mayas, les Aztèques, les Zapotèques, autant de peuples qui ont construit des civilisations florissantes. Ici par exemple, les Olmecs ont installé une civilisation florissante en haut d'une montagne. Balèze. Seulement voilà, dans ce coin-là des Amériques, il n'y avait pas de gros mammifères pratiques à domestiquer. Ailleurs dans le monde, on a des vaches, des buffles, des zébus, des chèvres, des moutons, des alpagas. Mais au Mexique, il n'y a rien. Que dalle. Nada. Et mine de rien, un gros mammifère domestique, genre une vache, c'est quand même l'un des moyens les plus pratiques pour approvisionner ta civilisation florissante en protéines. Pas de vache, pas de chocolat. Sauf que quand t'es aztèque, c'est toi qui as inventé le chocolat. Alors du coup, comment tu fais pour faire fleurir tes civilisations si tu as pas accès aux bonnes protéines des vaches? Ah là là, si seulement il y avait une source de protéines facile à attraper dans les champs de maïs. Esto es una comida muy prehispánica, era lo básico. Capibaras, leones. Esta es una quesadilla de armadillo. Esta es tortilla azul. Es maíz azul, súper clásico. Prueba la de armadillo. Attention, question piège. Chez les peuples préhispaniques, quelles propriétés étaient attribuées aux fourmis ailées, aussi appelées chicatanas?
Celle de prolonger la vie, celle de guérir les maladies, celle de faciliter les accouchements, celle d'être un aphrodisiaque et de renforcer la vigueur et la virilité. Oh ben, c'est probablement celle de guérir les maladies, Jean-Pierre. Et non perdu, c'était la réponse D. Les insectes donnent des grosses... Proteína, fibra, aminoácidos esenciales. Ajá, entonces no tiene desperdicio. Es una comida muy sana y muy nutritiva. Su dieta era mucha proteína, mucha fibra. Il est donc possible que l'intégration des insectes dans le menu préhispanique ait été un soutien nutritionnel précieux quand il s'agissait d'aller assécher des lacs et terrasser des montagnes pour y percher ces civilisations florissantes. Je vais finir par croire toutes ces histoires de Verdagaffe qui donnent des balls. Por eso eran gente fuerte y alta, ¿no? Et les recettes préhispaniques à base d'insectes étaient très similaires à celles du Mexique actuel. Just kind of like saute them a little bit with no oil. You eat them just like that, like a little snack. Some of them raw. It all depends on the insect that they were trying. Los insectos se consumen nada más así, tostaditos, en comal. Ya con el paso del tiempo ya se le agregó la mantequilla, ¿no? Porque antes no había mantequilla, la hacían con manteca. Entonces ya se le agrega mantequilla, se le agrega tantito vino blanco. And always they used to have their little tortillas and their sauces and put them in there. And little taquitos or just you can grab it just like that. That's why they used to live long. Attends, les tacos, les plats à base de tortilla, tout ça, c'est préhispanique? Faut croire. Mais ça n'a pas été complètement anéanti par les conquistadors espagnols? Alors justement, à ce sujet... Pour faire simple, la culture mexicaine actuelle est souvent présentée comme un métissage culturel entre les civilisations préhispaniques et les colons espagnols. Et la cuisine n'y fait pas exception. La gastronomie mexicaine est une fusion culinaire entre la cuisine espagnole et les cuisines préhispaniques. Before they came, actually our food was mostly vegan. A lot of seasonal ingredients that nowadays are such a fashion thing. It's just, for us, it's natural, you know? Until the Spaniards came, we have cheese, we have pork, we didn't have any milk and stuff like that. So after they came, they started adding sugar, chocolate, and then milk. So that's how we started like changing and combining different things. Beaucoup de plats mexicains sont donc en fait des plats préhispaniques, mais avec de nouveaux ingrédients qui ont été introduits au Mexique lors des invasions espagnoles. All these ideas and all these new flavors that brought us together, gastronomical-wise, it became a lot more interesting. La cuisine mexicaine est devenue beaucoup plus intéressante. C'est une formulation assez révélatrice quelque part. Prenons l'exemple de l'Australie. Là-bas, il y a eu une tentative très violente pour effacer la culture aborigène, qui a duré encore longtemps après l'arrivée des colons. Les cultures aborigènes et non aborigènes sont donc bien distinctes. José, lui, quand il parle de ses ancêtres, il parle à la fois des Espagnols et des Zapotèques, qui font tous les deux partie de son héritage culturel. Bon, après, faut pas croire, hein. Ce métissage entre les Espagnols et les civilisations préhispaniques a quand même été hyper violent et a eu son lot de pillages et de massacres. Sacrés Européens, ils peuvent pas s'en empêcher. Et métissage culturel ou pas, les conquistadors ont bien tenté d'imposer leur propre bouffe au détriment de la cuisine préhispanique. Mais au final, ça a fusionné, telle une raclette savoyarde étalée dans une délicieuse crêpe bretonne. Quoi? Le terroir français me manque, ok? En parlant de terroir, finalement c'est exactement ça, la place qu'occupent les insectes comestibles dans la cuisine contemporaine du Mexique. Ce sont des produits du terroir, ingrédients emblématiques de leur région d'origine. En Puebla son unos gusanos y ese se fríe y queda como carne seca. Las personas se los meten a sus bolsas. Entonces como van a trabajar y eso, ahí andan comiéndose. Sometimes I go on weekends in order to do a little research in every single town or different towns that are close to me right now. But it's never enough because there is always something a little more particular that we can find. If you go to small villages, like a little far away from the city or from different small towns, you will always find something slightly different, either an herb, insect, or a different recipe. I'm always surprised about what are the things that we eat in every single region. I never find the same thing during the same season. Things always change. C'est même plus la cuisine mexicaine mais appliquée aux insectes, c'est la cuisine mexicaine tout court qui sont consommés en tapas, à l'apéro, comme condiments, en toute décontraction et dans la plus pure tradition locale. Pero los insectos, digamos que fueron un poco relegados. Ajá, entonces otra vez está poco a poco naciendo otra vez. En varias regiones todavía lo consumen. Et effectivement, comme en Thaïlande, il y a ici aussi un réengouement pour les insectes comestibles, en particulier venant des grandes villes, comme en témoignent ces stands d'insectes comestibles qu'on a pu voir au marché de San Juan. Everybody's promoting like all these
farm-to-table stuff, which is already old. You know, that's the way we grew up. El shawi, como producen yodo y eso, ayudan a la glándula tiroides. Cada insecto y eso producen diferentes sustancias. Se empezó a expandir, ¿no? Está bien, ¿no? Que se expanda. Effectivement, quand on voit que la collecte d'insectes comestibles est un pilier économique pour pas mal de communautés mexicaines, on ne peut que se réjouir de ce genre d'opportunité. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. No hay regulación para... Sí, para algunos, no para todos. Déjà, c'est pas simple pour les populations d'insectes elles-mêmes. Vous connaissez la chanson, l'augmentation de la demande entraîne la surexploitation des ressources naturelles, et ça, c'est pas bon pour l'écosystème. Accessoirement, ce sont pas que les insectes qui sont exploités. People kind of like take advantage of certain people's situations, of people's needs. They do go ahead and collect them at a very, very super cheap price, but then they put it in big cities or restaurants, super expensive. Let's say chicatanas, I can probably buy it in my hotel for 20 pesos, but if there's one here for 300 pesos, so I think that's a little unethical. La forte demande favorise le développement de réseaux d'intermédiaires qui achètent les insectes pour une bouchée de pain aux collecteurs dans les villages et les revendent super cher aux restaurateurs dans les villes ainsi qu'à l'international. You know, people. Par exemple, là où les escamoles sont achetées à 40 € le kilo dans les villages, elles sont revendues à 240 € à l'export. Bon, les chiffres ont 20 ans déjà, mais ils sont dans le rapport de la FAO sur l'entomoculture qui date de 2013. Donc il y a peu de chances que ça ait changé. Et ce n'est pas tout. En parlant de terroir, vous vous souvenez du lac de Texcoco à côté de Mexico, là où on collecte les œufs d'Ajayacatl? Eh bien, il a été ni plus ni moins décidé de remplacer ce terroir-là par un aéroport. En México, lago de Texcoco era muy bonito, muy grande, pero ahorita como están haciendo un aeropuerto ahí, quitaron a muchas familias que vivían de la Cosil y de la Huautla, y pues ya no se recolecta ahorita eso, ahorita hay escasez de ahuautle. L'assèchement du lac et la construction de cet aéroport représentent l'anéantissement pur et simple du territoire. Les conséquences environnementales sont catastrophiques pour les produits lacustres, dont la huautla faisait partie. Pour les habitants expropriés, ce sont des ressources vitales qui ont été ni plus ni moins que confisquées et détruites. Et c'est exactement pour prévenir ce genre de dérive que les Japonais font leur festival de la guêpe. Mais est-ce qu'on les écoute, hein? Le festival de la guêpe de Kushihara a justement pour but de rappeler le lien que forme l'insecte entre les gens et leur environnement, et l'importance d'y aller mollo sur les ressources naturelles. Et c'est un lien qu'on retrouve aussi au Mexique. Les collectes s'opèrent selon des calendriers régionaux bien précis, qui lient les saisons, les floraisons des plantes et les cycles de vie des insectes. Ce serait dommage de perdre des ressources précieuses à la base d'un pan entier de la cuisine mexicaine. C'est sur ces belles paroles que nous terminons cette vidéo sur les insectes comestibles mexicains. Ah oui, mais attends, moi j'ai toujours pas compris comment faire du guacamole au verre d'agave. Ne vous en faites pas, il y a une vidéo culinaire qui est précisément là pour ça. Vous pouvez retrouver un lien hypertexte dans la description pour y accéder. J'en suis fort aise. Quant à nous allons traverser à nouveau l'océan pour nous rendre dans notre prochaine étape, le Cameroun. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas où, Léanie? On a déjà fait cette blague. La matita cucaracha es un animal muy lecio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. La cucaracha